Après plusieurs jours de cavale, la passagère du véhicule qui a fauché 2 enfants dimanche à Lorient, faisant un mort et un blessé grave, s'est donc rendue mercredi soir. On vous en parlait dès hier dans cette émission. Elle a été placée en garde à vue au commissariat de Lorient et interrogée. La jeune femme a indiqué avoir passé la nuit de dimanche dans la forêt avec son ex-petit ami, le conducteur du véhicule. D'après ses déclarations, ce dernier aurait ensuite pris la fuite au petit matin et elle serait restée seule dans la forêt pendant 2 jours. Mais ces explications ne convainquent pas les enquêteurs. Ils sont persuadés que les 2 fuyards ont en fait bénéficié de complicité durant leur cavale et que la jeune fille cherche à protéger son ancien compagnon. Sa garde à vue a d'ailleurs été prolongée et les enquêteurs espèrent bien la faire craquer. Poursuivie pour non-assistance à personne en danger, elle risque en effet 7 ans d'emprisonnement. Quant au chauffard, il risque 10 ans de prison pour homicide involontaire aggravé. D'importants moyens ont été déployés pour le retrouver et l'enquête avance. Mais en attendant, sur place, l'émotion est toujours aussi forte. Hier, près de 2000 personnes ont défilé dans les rues de Lorient à l'occasion de la marche blanche organisée en hommage au petit garçon de 9 ans décédé. Nous allons y revenir dans un instant, mais tout d'abord, retour sur les événements de ces dernières 24 heures. 3 jours après le drame de Lorient, la passagère du chauffard a décidé de se livrer à la justice. La jeune femme, dont le visage avait été diffusé via cet appel à témoins, se savait recherchée. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle aurait sonné hier soir au hasard à la porte de cette maison située à Caudan, dans la banlieue de Lorient, parce qu'il y avait de la lumière, et aurait demandé qu'on prévienne la police. C'est ce qu'a indiqué cet après-midi Laureline Perfit, la procureure de la République de Lorient. Celle-ci, comme vous le savez, a été interpellée et placée en garde à vue par les effectifs de police hier soir, donc 12 juin, à 23h35, pour des faits, elle, qualifiés de non-assistance à personne en danger, de mineurs de moins de 15 ans, après qu'elle se soit rendue au domicile d'un particulier qu'elle ne connaissait pas, dans des conditions qui, aujourd'hui, restent à éclaircir. Le chauffeur du véhicule, toujours en fuite, est activement recherché. Sa passagère a affirmé aux enquêteurs ne pas savoir où il se cache. Durant les premières heures de sa garde à vue, la jeune femme était assistée de cette avocate, maître Christine Bergeron-Kerspern. Elle m'est apparue fatiguée, stressée, interrogative, à l'idée de savoir ce qui allait se passer, combien de temps allait durer la mesure. C'est essentiellement sur ce genre de questionnement que nous avons échangé. Cet après-midi, une marche blanche a réuni plusieurs centaines de personnes à Lorient. On ne peut pas enlever la vie d'un enfant. Moi-même, j'ai des enfants, j'ai 5 enfants. On peut pas enlever la vie d'un enfant de 10 ans comme ça. En tête du cortège, de nombreux enfants qui connaissaient les 2 victimes. C'était mon ami, Bouyamine. Mais tu penses à lui? Oui. Je le connais. Il est dans mon école, dans ma classe. C'est pour ça que tu es venu ce matin? Oui. La garde à vue de la jeune femme pourrait être prolongée. Elle encourt jusqu'à 7 ans de prison. Le chauffeur du véhicule, lui, encourt 10 ans de prison pour homicide involontaire aggravé. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Denis Jacob, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police et on va parler avec vous de la façon dont la police travaille pour organiser cette traque. Auparavant, avec vous, Charlotte Durand, je voudrais qu'on donne quelques informations sur ce qui se passe exactement parce qu'on disait tout à l'heure que les forces de l'ordre ne croyaient pas à la version donnée par cette jeune fille. D'abord, pourquoi est-ce qu'elle a décidé de se rendre? En fait, elle aurait totalement perdu pied en apprenant la mort de l'un des 2 garçonnets qui a été fauché par la voiture. Elle aurait décidé de mettre fin à sa cavale. Devant les enquêteurs qui l'interrogent, elle serait apparue complètement perdue et accablée. Et pourquoi les enquêteurs, justement, ne croient pas à son récit? Alors, la police aurait du mal à croire en la version de la jeune femme car elle ne serait pas dans un état de saleté comme quelqu'un qui a passé plusieurs nuits à la Belle Étoile dans la forêt. Selon une source proche du dossier, son récit serait rempli d'incohérences et elle se comporterait comme la femme d'un voyou sans se rendre vraiment compte des conséquences de son attitude. Denis Jacob, c'est vrai que la traque se poursuit à l'heure qu'il est. Je suis un peu surpris de voir que quelqu'un arrive avec sa photo qui est partout dans les médias, qui est diffusée partout, qui arrive à se cacher et à ne pas être repéré. C'est quand même assez rare. Je pense aux alertes enlèvement, par exemple. En général, quand elles sont diffusées en 2 heures, 3 heures, 4 heures, maximum 12 heures, la personne est tout de suite retrouvée et identifiée. Là, ça paraît très long quand même, non? Alors, c'est long, oui et non. On n'est pas dans le même cas de figure qu'une alerte enlèvement où c'est une personne qui, souvent proche de la famille, le père, la mère, qui prend un enfant et qui n'est pas quelqu'un d'habitué à ce genre
de comportement. Là, on a quand même affaire à un délinquant notoire qui est déjà connu des services de police depuis plusieurs années, qui est connu aussi dans le cadre de trafic et d'utilisation d'usage de stupéfiants. Donc c'est quelqu'un qui doit avoir des pieds-à-terre, des lieux habituels qui lui sont propres et qui s'est certainement réfugié dans l'un d'entre eux. Donc c'est pas long. C'est vrai que nous, policiers, plus on va vite dans l'enquête par recoupement d'informations et plus vite on a la possibilité de localiser l'individu, mais c'est pas parce que c'est long qu'on ne va pas l'interpeller. Et c'est pas parce que c'est long qu'il n'y a pas d'éléments qui sont en possession des forces de l'ordre aussi. Ah mais complètement. Le but de l'enquête, c'est de recouper toutes les informations que l'on a pu avoir. Hein. Il y a une procédure policière dans ce type d'enquête qui consiste à entendre la famille, les proches, les amis, de faire une enquête de voisinage, de voir les liens qu'il avait dans le cadre de sa délinquance, donc dans le milieu de la drogue, les liens qu'il peut avoir avec peut-être des revendeurs, des dealers, avec des individus qui sont mêlés à ce type de trafic, de recenser les lieux qu'il était habitué à fréquenter, de recouper également toutes les informations. Mais là, je n'apprends rien à personne puisque c'est connu notoirement, mais l'identification, localisation de son téléphone, l'utilisation de la carte bleue, après ou avant, ça peut être aussi avant, quelques jours avant, on sait ce qu'il a pu faire avec sa carte bleue. Enfin, tout ça, par recoupement d'éléments, on peut arriver à faire une cartographie de où il peut potentiellement se trouver. Et puis, là, plus récemment, le fait que son ex, alors je ne sais pas si c'est une ex, mais enfin, en tous les cas, sa petite amie, se soit rendue, et quand bien même elle aurait de l'incohérence dans ses propos, la moindre petite information va être ajoutée au reste, et tout ça permettra de déterminer où se situe l'individu exactement. C'est un vrai travail de fourmi qui est mis en place, mais malgré tout, et vous qui êtes policier, je pense que vous allez confirmer ça, c'est que de toute façon, l'issue, on la connaît. Il va forcément se faire rattraper. Bien sûr, parce que quelqu'un qui... On n'est pas non plus dans le cadre d'une grande criminalité organisée, où il aurait des complices, alors il en a peut-être, mais où il aurait des pieds-à-terre prévus à la base. Pas du tout. Là, je rappelle quand même que c'est quelqu'un qui s'est soustrait à un contrôle de police, qui s'est enfui, et qui a malheureusement, parce que ça c'est quand même le plus important, tué un enfant, et puis un second qui est entre la vie et la mort. Donc cet individu-là, il peut se cacher, mais à un moment donné, il va être obligé de sortir, ne serait-ce que pour s'alimenter, ne serait-ce que cela. Donc de toute façon, sauf s'il a vraiment un réseau de complicité tel qu'il peut rester caché pendant quelques jours, mais je ne le crois pas, je me répète, on a affaire à un petit délinquant, donc je pense que cette affaire, en tous les cas, moi je l'espère en tant que citoyen comme tout le monde, que cette affaire va se dénouer très rapidement. Et c'est une affaire qui a déclenché une très vive émotion. On l'a vu en France. C'est vrai que tout le monde est concerné parce qu'on se dit qu'hélas, ces deux petits enfants qui marchaient sur un trottoir, c'est d'une injustice totale et sa fuite est d'une lâcheté en même temps incroyable. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça vous surprend, vous, de voir à quel point il y a cette émotion dans la population et à quel point on attend beaucoup des forces de l'ordre, au fond? Alors qu'on attende beaucoup des forces de l'ordre, ça ne me surprend pas, on le sait, malgré toute l'actualité qu'on a pu connaître ces 6 derniers mois. C'est pour ça que je faisais cette réflexion. On sait que la majorité de la population aime sa police, sa gendarmerie. Nous savons qu'elle compte sur nous et on fait tout pour, en tous les cas, on a déployé tous les moyens nécessaires pour régler au plus vite cette affaire. Et puis l'émotion, elle ne me surprend pas. Enfin, n'importe quelle famille en France peut se sentir concernée dès lors qu'on a des enfants et que ça pourrait être le nôtre qui serait malheureusement à la place de ce petit qui nous a quittés. Quand la police a communiqué cet appel à témoins, on s'est quand même demandé si c'était pas au fond un aveu d'échec de l'enquête. Et vous allez nous l'expliquer parce que vous connaissez bien cette stratégie. Est-ce que publier un appel à témoins avec les photos, est-ce que c'est pas un aveu d'échec de la police qui dit j'ai aucune info, aidez-nous? Non, pas du tout. Au contraire, c'est justement pour augmenter le nombre d'éléments d'information qui va permettre de resserrer la cartographie où peut se situer cet individu. On le fait de manière classique. Les appels à témoins, c'est pas nouveau. C'est très important. Ça permet d'accélérer l'avancée de l'enquête. Surtout que ça s'est produit dans un endroit où on n'a pas de vidéosurveillance, enfin je ne pense pas, dans cette petite commune. Donc à défaut de moyens de vidéosurveillance, eh bien le témoignage de gens qui ont pu voir le véhicule, parce qu'au-delà du signalement de l'individu, il y a aussi le signalement de ce véhicule
qui ne passe pas inaperçu forcément. Et donc tout ça c'est très important sur le territoire, localement, au niveau du département. Puis après il y a la collaboration entre les polices et la gendarmerie au niveau du territoire national, puisqu'on peut aussi considérer qu'il peut partir vers un pays frontalier. Donc de toute façon il y a des informations qui sont diffusées au niveau national. Et c'est un travail colossal en même temps, parce que je suppose que quand on lance un appel à témoins, comme ça on doit avoir des tas d'appels qui arrivent, des tas de gens qui pensent les avoir vus. C'est compliqué de faire le tri au milieu de tout ça. Les enquêteurs, ils ont des éléments d'information de base. Alors ils sont une vingtaine sur le sujet aujourd'hui. Et sur la base des éléments qu'ils ont déjà en leur possession, ils vont savoir si l'appel est potentiellement crédible ou pas. Mais de toute façon, chaque appel est vérifié, quoi qu'il en soit. Chaque appel est vérifié. Oui, c'est un travail de fourmi. Il faut aussi saluer le travail de la police technique et scientifique, puisque, alors moi je l'ai appris hier, qu'il y avait aussi un nouveau système sur les odeurs. Sur les odeurs. Ouais. Et bien évidemment, ça aussi, c'est un élément supplémentaire qui nous aide dans notre travail, puisque les brigades cynophiles sont très importantes dans la recherche de personnes, et que dans ce cadre-là, on peut aussi effectuer des recherches dans les lieux où il était habitué et voir s'il est récemment passé par là. Stéphanie Germani, docteur en psychologie, un mot quand même sur l'impact psychologique que peut avoir cet appel à témoins qui est diffusé, qui est montré sur toutes les chaînes de télé. On imagine la psychologie de cet homme qui est en fuite aujourd'hui, qui est traqué par toutes les polices de France, mais également au fond par chacun d'entre nous, parce que on est tous en train de regarder si on le voit pas, si on l'aperçoit pas. C'est compliqué à vivre au quotidien psychologiquement. Alors oui, là, au vu des éléments, notamment déjà précisons que c'est un délinquant. Entre un délinquant et un tueur d'enfants, il y a quand même un espace. Fossé, un espace, exactement. Donc ce qui sous-entend que là, il doit faire face à des angoisses plus que massives. C'est-à-dire déjà, toutes les personnes qui sont en cavale ont un état d'anxiété, avec donc des troubles du sommeil, beaucoup d'insomnie, des défenses paranoïaques, dans le sens chaque regard qui scrute, potentiellement peut être une personne qui va nous dénoncer. Même les amis que l'on a, on n'est pas certain qu'un de l'entourage puisse dénoncer. Donc si vous voulez, forcément, il est dans un état de fragilité, déjà avec le peu de sommeil qu'il doit entretenir et effectivement les angoisses massives. Mais en plus de ça, il doit faire face à un réel, c'est-à-dire être délinquant et assumer d'être un bandit. Pour certains, narcissiquement, c'est valorisant. Mais là, il doit faire face à une autre étiquette qui est tueur d'enfants. Donc là, forcément, au niveau psychique, l'angoisse doit être quand même à son maximum. Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police, une dernière question. Alors même si c'est un peu compliqué, mais on est quoi sur une question d'heures, de jours, selon vous? Ça, c'est impossible à dire. Ça peut durer encore plusieurs jours, cette traque? Oui, ça peut durer plusieurs jours. Moi, je suis pas dans le secret de l'enquête, donc Non, parce que certains spécialistes disaient en 48 heures, ça va être réglé. Écoutez, si le procureur est intervenu hier soir, alors que c'est une affaire qui est en cours depuis maintenant 3 à 4 jours, on peut-être considérer qu'on n'est pas loin du dénouement. Mais ça, il n'y a que les enquêteurs qui le savent, et je ne vais pas préjuger de l'enquête qui est en cours et puis faire des pronostics qui pourraient laisser espérer, notamment à la famille, qu'on est sur le point d'interpeller l'individu, alors qu'on n'est peut-être pas encore dans ce stade-là. Et l'idéal serait bien évidemment qu'ils se rendent. Bien sûr. Aujourd'hui en particulier, puisque vous parliez de la famille, on pense à la douleur de cette famille qui non seulement a perdu un enfant, à l'autre famille qui a un enfant qui est dans un état grave, et qui aujourd'hui en plus est en train d'attendre que cet homme qui s'est rendu coupable de ce terrible drame se rende. Je pense que ça soulagerait tout le monde, effectivement, qui se rende. Je pense aussi. Merci beaucoup, Denis Jacob. Merci. Merci d'avoir été en direct avec nous sur ce plateau.